Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition, une édition que nous ouvrons comme chaque mercredi par le Conseil des ministres. Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire ce mercredi 15 janvier dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Après examen des points inscrits à l'ordre du jour, le Conseil a adopté des projets de texte, entendu des communications et nomination. Sur ce plateau, avec moi, Ibrahima Djambélé. Bonsoir, Ibrahima Djambélé. Bonsoir, Aroy Touré. Avec vous, donc, lecture du communiqué du Conseil des ministres. Tout à fait, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures réglementaires. Et sur le rapport du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté un projet d'ordonnance autorisant la ratification de l'accord de Florence pour l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel, adopté par la 5e session de la conférence générale de l'UNESCO tenue à Florence en Italie en 1950 et du protocole de Nairobi de 1976. Pour promouvoir les échanges d'œuvres culturelles et éducatives conformément à ces objectifs, l'UNESCO a adopté plusieurs instruments juridiques au nombre desquels l'accord de Florence adopté en 1950 et le protocole de Nairobi adopté en 1976. L'accord de Florence et le protocole de Nairobi visent à faciliter l'importation d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel en réduisant les obstacles en matière de tarifs, de taxes, de devises et d'échanges que rencontre la libre circulation de ces objets et permettre ainsi aux organisations et aux individus de les obtenir à l'étranger avec moins de difficultés et à moindre coût. Le protocole élargit le champ d'application de l'accord en étendant ses avantages à de nouveaux objets et en octroyant d'autres avantages à certains objets. Les États parties s'engagent à ne pas appliquer de droits de douane aux livres, publications et documents, aux œuvres d'art et objets de collection à caractère éducatif, scientifique ou culturel, aux matériels visuels et auditifs de caractère éducatif, scientifique ou culturel, aux instruments et appareils scientifiques et aux objets destinés aux non-voyants. Et sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif à la fourniture de vaccins méningo-ACWY 135, vaccin contre la méningite, méningo-AC, vaccin contre la méningite sérogroupe, Stamaril, vaccin contre la fièvre jaune en dénomination commune internationale DCI, à la pharmacie populaire du Mali, PPM. Dans le cadre de sa mission de service public relative à l'approvisionnement, au stockage et à la distribution des médicaments essentiels et consommables médicaux, la pharmacie populaire du Mali a lancé un appel d'offres pour la fourniture de différents vaccins en dénomination commune internationale DCI. Le présent marché conclu dans ce cadre porte sur la fourniture en DCI de vaccins méningo-ACWY 135 contre la méningite, de vaccins méningo-AC, vaccin contre la méningite sérogroupe, de Stamaril, vaccin contre la fièvre jaune. Il est attribué après analyse des offres à Sanofi Pasteur pour un montant de 2,605 milliards de francs CFA environ et un délai d'exécution de 30 jours. Le financement est assuré par la pharmacie populaire du Mali sur fonds propres. 2. Un projet de décret portant approbation de l'avenant numéro 1 dans le cadre de l'exécution du marché numéro 0263 DGMP DSP 2011 relatif aux travaux de construction du barrage Seuil de Djéné, lot numéro 1, génie civil pour le compte du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélégué. Pour la mise en œuvre du programme de développement de l'irrigation dans le bassin du Bani et à Sélégué, le gouvernement a conclu en 2011 avec l'entreprise China Geoengineering Corporation, CGC, un marché relatif aux travaux de construction du barrage Seuil de Djéné, le génie civil, lot numéro 1, pour un montant de 19,549 milliards de francs CFA environ et un délai d'exécution de 37 mois. Le financement du marché devrait être assuré par le Fonds africain de développement, le Fonds cohésion, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, la Banque d'investissement et de développement de la BCAO, BIDC et le Fonds saoudien.
en cours d'exécution du marché suite à des négociations portant sur les accords de prêt, le Fonds cohésion, la BADEA et la BIDC ont affecté la totalité de leur contribution au financement des travaux de construction uniquement au seuil, avec pour conséquence la modification de la clé de répartition initiale. Le présent avenant numéro 1, approuvé dans ce cadre, modifie la clé de répartition du financement du marché entre les différents bailleurs de fonds. L'avenant est sans incidence financière. Et sur le rapport du ministre de l'Équipement et des Transports, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret fixant la valeur indiciaire et les avantages accordés au personnel fonctionnaire des entrepôts maliens dans les ports de transit. Les entrepôts maliens dans les ports de transit, créés par les conventions conclues entre le gouvernement de la République du Mali et les États qui les accueillent, concourent à l'exécution de la mission d'approvisionnement du pays. L'organisation et les modalités de leur fonctionnement ont été fixées par un décret en date du 6 juin 2006. Dotés à l'origine du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, les entrepôts maliens sont présentement constitués en service extérieur, précisément en service de zone franche dans les ports de débouchés maritimes. Ils relèvent sur le plan administratif de l'autorité du chef de la mission diplomatique et consulaire de leur ressort territorial et sur le plan technique de l'autorité du directeur national des transports terrestres, maritimes et fluviaux. Le changement de statut a fait perdre au personnel des entrepôts des avantages sociaux inhérents à l'autonomie de gestion. Il en résulte pour le personnel une situation singulière par rapport aux autres services extérieurs du Mali, en l'occurrence les missions diplomatiques et consulaires dont le personnel bénéficie des avantages fixés par le décret du 8 février 1996 et les antennes extérieures des organismes personnalisés dont les agents perçoivent des avantages spécifiques en lien avec la personnalité morale et l'autonomie financière. Le présent projet de décret est adopté pour corriger cette situation. Il fixe la valeur du point indiciaire et les avantages accordés au personnel des entrepôts maliens dans les ports de transit. Et sous le rapport du ministre de l'Urbanisme et de la Politique de la Ville, le Conseil des ministres a adopté 1. Des projets de décret fixant l'organisation, les modalités de fonctionnement et déterminant le cadre organique de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat. 2. Un projet de décret portant création des services régionaux et subrégionaux de la Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat. La Direction nationale de l'urbanisme et de l'habitat a été créée en 2001. Les textes fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement ainsi que son cadre organique ont été également adoptés en 2001. L'audit organisationnel effectué par le Commissariat au développement institutionnel a relevé certaines insuffisances qui ont rendu nécessaire la rélecture des textes régissant la dite direction ainsi que ses services régionaux et sub-régionaux. Les présents projets de décret qui sont adoptés dans ce cadre ont pour objet de créer un bureau d'accueil et d'orientation, de supprimer les attributions relatives à la recherche de financement qui relèvent d'autres structures et d'améliorer la qualité et la quantité des ressources humaines. Leur adoption va contribuer à une meilleure compréhension et facilitation de l'application des politiques d'urbanisme et d'habitat, au respect plus strict de la réglementation en matière d'urbanisme et d'habitat par les populations et la facilitation de la prise de décision. Et sur le rapport du ministre de la Jeunesse et des Sports, le Conseil des ministres a adopté un projet de décret déterminant les modalités d'application de la loi numéro 2011-51 du 28 juin 2011 portant institution du volontariat national. Le volontariat national a été institué par la loi du 28 juin 2011. Au terme de cette loi, le volontariat national est un statut juridique sous lequel toute personne physique, sans distinction de sexe ou de religion, s'engage pour une durée déterminée et à titre exclusif à se consacrer à un projet d'intérêt général au profit de l'État ou d'une collectivité. Le présent projet de décret qui détermine les modalités d'application de la loi participe à l'opérationnalisation du volontariat national, fixe les procédures d'inscription dans la base des données des volontaires,
précise les secteurs d'intervention des volontaires nationaux, définit les conditions de sollicitation des structures d'accueil et celles de la gestion et de la promotion du volontariat national. Maintenant, nous arrivons au chapitre individuel. Le Conseil des ministres a procédé donc aux nominations suivantes. Au titre de la primature, directeur financier et directeur administratif et financier, M. Abdoulaye Seydou Sissoko, inspecteur des finances, contrôleur des services publics, M. Bougou-Zanga Goïta, planificateur. Au titre du ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ambassadeur du Mali à Pretoria, M. Bounafou Sidibé, conseiller des Affaires étrangères. Au titre du ministère de l'administration territoriale, inspecteur à l'inspection de l'intérieur, M. Garba Kontao, administrateur civil, M. Moussa Diarra, administrateur civil, M. Saïdou Tangara, administrateur civil, M. Amadou Dolo, administrateur civil, M. Brahima Kone, administrateur civil, M. Karim Togola, administrateur civil. Gouverneur de la région de Gao, M. Oumar Babasidibé, administrateur civil, directeur de cabinet des gouverneurs, région de Caille, M. Kamafeli Sissoko, administrateur civil. Région de Ségou, M. Mamadou Gaussou Traoré, administrateur civil. District de Bamako, M. Fatouma Koulibaly, administrateur civil. Conseiller aux affaires administratives et juridiques des gouverneurs. Région de Sikasso, M. Moussa Amey Maïga, administrateur civil. Région de Ségou, M. Mahamoudou Bagna Djitey, administrateur civil. Région de Mopti, M. Alassane Diallo, administrateur civil, région de Gao, M. Bani Ould Mohamed, administrateur civil. Préfet de Cercle, Yelimane. M. Alou Guindo, administrateur civil. Nara, M. Issoufiana Abdoulaye Maïga, administrateur civil, Sikasso. M. Souleymane Koulibaly, administrateur civil, Bougouni. M. Cheikh Fantamadi Boiré, administrateur civil, Kadjolo. M. Lassana Sekou Kamara, administrateur civil, Ségou. M. Daniel Dambélé, administrateur civil, San. M. Sekouba, administrateur civil, Youarou, M. Makan Sissoko, administrateur civil, Kidal, M. Amadou Belkoba, administrateur civil, Tessalit, M. Banya Dedeu Maïga, administrateur civil. Au titre du ministère des Domaines de l'État et des Affaires foncières, chargé de mission, M. Sidi Bagayoko, économiste. Au titre du ministère de l'Environnement et de l'Assainissement, directeur des finances et du matériel, M. Abdoulaye Ag Mohamed, inspecteur des services économiques. Au titre du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, président du Conseil de l'Université des sciences, des techniques et des technologies de Bamako, M. Abdel Karim Koumaré, professeur de l'enseignement supérieur. Président du Conseil de l'Université des sciences des lettres et des sciences humaines de Bamako, M. Doulaye Konaté, professeur de l'enseignement supérieur. Président du Conseil de l'Université de Ségou, M. Ogobara K. Dumbo, professeur de l'enseignement supérieur. Au titre du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, inspecteur en chef adjoint à l'inspection de la santé, M. Nama Magassa, médecin, inspecteur à l'inspection de la santé, Mme Samake Rakiba, médecin, Mme Togo, Marie-Madeleine Togo, médecin, M. Sina Koulibaly, inspecteur des services économiques. Au chapitre des communications, au titre du ministère du Logement, le Conseil des ministres a examiné une communication relative au point d'exécution des accords de financement entre le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement BID pour la réalisation d'un programme de 1000 logements à Tabakoro, pour faciliter l'accès d'un plus grand nombre de Maliens à un logement décent et à moindre coût. Le gouvernement a entrepris depuis une décennie la réalisation des programmes de logements sociaux à travers tout le pays. À cet effet, le gouvernement de la République du Mali et la Banque islamique de développement BID ont signé des accords pour le financement de 2 projets de logements sociaux pour un montant global de 16 milliards 222 millions
de francs CFA. Les 10 accords en vigueur depuis le 27 février 2013 portent sur les composantes suivantes. La construction de 500 logements de type F3, le contrôle et la supervision des travaux de construction de 500 logements, service du consultant pour l'audit du projet et l'appui à l'unité de gestion du projet. L'État du Mali fournit les terrains, assure les indemnisations et finance à travers le budget de l'Office malien de l'habitat la construction de 500 logements de type F4 et F5, la viabilisation du site des 1000 logements et les études et le contrôle des travaux de viabilisation. La présente communication fait le point des exécutions des composantes devant être financées par la Banque islamique de développement et de celles devant être financées par l'Office malien de l'habitat. Elle propose l'augmentation des ressources financières de l'Office malien de l'habitat par l'allocation de la contribution forfaitaire au titre des subventions à travers des mandats budgétaires pour un montant de 8 milliards de francs CFA environ. Voilà, Aoui Touré, ce qu'il fallait retenir du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci vraiment, Djombele. Vous allez rester pour suivre la feuille d'audience du président de la République. Une seule personnalité reçue, le président de l'Agence de coopération internationale de la Corée du Sud. Son pays aidera notre pays pour l'augmentation de la production agricole. Mohamed Diarra. La Corée du Sud est fortement intéressée par le potentiel agricole du Mali. Une délégation de l'Agence de coopération internationale de ce pays est venue échanger avec le président de la République sur les possibilités d'investissement dans plusieurs secteurs de développement. La coopération entre les deux pays s'articulera autour du volet irrigation, la promotion des nouvelles technologies, la formation des femmes en management et des jeunes ruraux. Le but est d'accroître la production agricole du Mali. I think Korea can help in 3 ways. Il y a 3 secteurs qui sont importants, par exemple, dans l'agriculture. C'est l'approche dans le système d'irrigation. Il y a aussi l'aide pour une augmentation dans la production de riz et l'implantation des infrastructures pour l'agriculture. Ce qui va permettre, sur tous ces 3 secteurs combinés, va permettre aux villageois et dans le secteur rural de pouvoir augmenter leurs revenus, de pouvoir unir les gens vers un seul but, un seul objectif, qui est le développement de l'agriculture en soi. Cette visite est aussi le signe d'une coopération mutuelle avantageuse entre les deux pays. Nous comptons beaucoup, comme M. le Président de la République vient de le dire, sur le savoir-faire coréen, sur leur amitié pour le Mali et sur aussi cette perspective d'échange mutuel dans différents domaines où chacun peut apporter à l'autre quelque chose. La délégation coréenne prévoit pendant son séjour des échanges plus approfondis, aussi bien avec les départements concernés que les acteurs intervenant dans les différents secteurs. Rendre Bamako ville et capitale propre, les responsables du ministère de l'Environnement ont rencontré aujourd'hui la coordination des chefs de quartier de Bamako et les leaders religieux. Cette initiative se situe dans le cadre du plan de sensibilisation des populations sur la problématique de l'assainissement, singulièrement dans le district de Bamako. Le département entend gagner l'adhésion de tous au combat et c'est le début d'une série de rencontres avec la société civile, nous dit Youssouf Diakité. Une seule question à l'ordre du jour à toutes les étapes de la rencontre, l'assainissement de la ville de Bamako. Le ministère de l'Environnement et de l'Assainissement a voulu ces différentes rencontres en vue de gagner l'adhésion des populations à la base, à la guerre contre les ordures dont les conséquences néfastes sont bien connues sur la santé. C'est une décision que je salue beaucoup. Je me dois de lui donner l'assurance de notre adhésion, de notre apport et de notre appui pour le succès de cette initiative. Les populations, les collectivités, les gouvernements doivent se donner la main en vue de gagner le pari de Bamako ville propre, mais le matériel fait défaut. Bamako a besoin surtout d'équiper la direction des services urbains et voiries et d'assainissement et achever les travaux de construction de la décharge finale. Les 6 communes de Bamako ont participé, c'est pour cette raison ils ont ensemble choisi des dépôts des dépôts de transit.
Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, représenté ici par le directeur national de l'assainissement, est désormais positionné en vue de bouter toutes les ordures hors de Bamako. L'assainissement est un domaine dans lequel on ne peut pas rester entre nos quatre murs et dire tout simplement que nous allons élaborer des lois, nous allons élaborer des politiques et des stratégies pour que ça soit appliqué. Nous veillons l'application de ces lois et de ces stratégies. Mais pour que ça soit réellement appliqué, ce n'est pas tout simplement le citoyen lambda, mais il faut approcher les leaders, les chefs religieux, les chefs de quartier, pour qu'eux, ils puissent nous accompagner dans la surveillance et dans l'application de ces lois et de ces stratégies. L'assainissement est à un carrefour aujourd'hui où sans l'application de ces autorités, ça va être très difficile pour que le gouvernement puisse atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. La visite se poursuit demain dans les communes 3 et 4 du district de Bamako. Lancement cet après-midi ici à Bamako du projet intitulé « La société civile pour une stratégie de la sécurité humaine dans notre pays ». Et ce projet vise le renforcement des capacités de la société civile malienne pour contribuer aux efforts de consolidation de la sécurité humaine. Compte rendu Rachel Tessougué. La société civile pour une stratégie de la sécurité humaine au Mali est un projet qui vise à faciliter le développement d'approches globales de la sécurité humaine afin de faire face aux questions complexes de la paix et de la sécurité dans le pays. C'est juste pour nous amener à réfléchir et faire une analyse approfondie sur la crise malienne et développer des stratégies appropriées de la société civile pour accompagner le processus de la réconciliation nationale et voir comment ensemble nous pouvons travailler avec les partenaires qui sont sur le terrain pour promouvoir la paix et la sécurité humaine au Mali. Selon le directeur exécutif de WANEP, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix, pour consolider la stabilité d'un pays, il faut que les principes de la sécurité humaine soient respectés. C'est l'être humain qui est mis au milieu de tout concept, effort et travail pour la sécurité. Et que la sécurité humaine donne une perspective pour dire il ne faut jamais oublier les femmes, les enfants et les hommes. Quand on est en train de réétablir la paix, comment est-ce qu'en termes de sécurité humaine, on est en train de donner une réponse adéquate aux victimes des crises. Le WANEP a pour mission de promouvoir l'échange régulier d'informations, d'expériences et de ressources sur les questions de bonne gouvernance, des droits de l'homme, de l'action humanitaire et de la prévention des conflits. Le rapatriement de nos compatriotes de Centrafrique poursuit son cours normal. Le troisième convoi, comprenant plus de 200 personnes, est arrivé à Bamako. Les rapatriés, constitués majoritairement par des jeunes et des femmes, ont été accueillis par les responsables du ministère des Maliens de l'extérieur et c'était en présence de notre reporter Aldjouma Atina. Ils sont 284 rapatriés maliens de Centrafrique qui viennent de regagner les siens. Pour nos compatriotes, c'est un ouf de soulagement. Là où on a quitté, c'est trop dur, avec la génocide. C'est dur, dur. Dieu merci, alhamdulillah, comme on est arrivé à Bamako, et puis on nous a bien accueillis déjà, on a vu que oui, tout va bien. Ce rapatriement est organisé conjointement par l'État malien et l'Organisation internationale d'immigration, OIM. Ici, certains rapatriés sont visiblement fatigués, d'autres sont malades. Ce troisième convoi en majorité jeune vient s'ajouter à 541 personnes que les autorités maliennes avaient fait venir. Le gouvernement est engagé à assister les Maliens partout où ils se trouveront, surtout ceux qui sont en difficulté. Et cette décision est une décision des plus hautes autorités de notre pays, que dès que la crise a éclaté, donc de suivre son évolution et de prendre toutes les dispositions utiles vraiment pour leur rapatriement. C'est ce que nous venons de faire. S'agissant des malades, leur prise en charge médicale est assurée par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à travers ces structures. En attendant leur acheminement dans leurs localités respectives, les rapatriés au nombre desquels quelques Sénégalais hébergeront dans les centres de transit de la protection civile.
L'attaque de Konna, on en parle encore ce soir. Bien avant donc l'attaque de Konna, des officiers supérieurs fraîchement revenus de formation de façon volontaire ont intégré le dispositif de l'état-major général des armées venant des écoles de guerre de Paris, des États-Unis, d'Afrique et d'Asie. Ils ont créé un collectif qui a élaboré un autre plan opérationnel pour dynamiser la plateforme de Sévaré. Mariam Sagara. Après Aguilog, Tessalit et autres localités tombées, quelques officiers supérieurs sortis des grandes écoles de guerre se sont portés volontaires pour appuyer l'état-major général des armées. Il faut dire que ce groupe a travaillé d'arrache-pied, pratiquement 24 heures sur 24, pendant au moins 3 semaines, sinon plus, pour sortir déjà à partir du 2 avril 2012, un concept opérationnel qui a été baptisé CONOPS Maliba. Et dès lors, ce concept a guidé pratiquement l'ensemble des travaux opérationnels conduits, dirigés par l'état-major général des armées. Et donc, c'est ce concept qui nous a amenés jusqu'au mois de janvier 2013. Ce groupe de planification, au-delà de l'élaboration du concept opérationnel Maliba, est resté disponible pour l'état-major général des armées pour conduire tous les travaux en urgence qui s'avéraient à l'époque nécessaires et presque indispensables. Il fallait un nouveau concept face à cette déferlante satanique de djihadistes. Les difficultés autour de Tessalit indiquaient clairement à tous ceux qui sont même pas militaires que l'armée malienne avait visiblement des difficultés. Et l'opération en cours déjà commençait à avoir des difficultés pour atteindre son effet final recherché. Et en la matière, il s'impose au niveau de l'EMGA, qui est responsable de la conception, de la planification et de la conduite à un autre niveau des opérations, de concevoir un autre concept opérationnel. L'orientation de la crise a demandé d'autres stratégies pour résoudre l'équation à plusieurs inconnus. Tout en mettant en œuvre le concept Maliba, le groupe de planification opérationnelle a permis également de travailler étroitement avec les partenaires du Mali, tout en particulier avec la CEDEAO, un peu plus tard avec l'Union européenne et un peu plus tard que ça avec l'équipe précurseur du système des Nations Unies. Donc dans ce cadre-là, au niveau extérieur, il avait été envisagé avec la CEDEAO, au-delà du concept de la MISMA, la mission internationale de soutien au Mali, un plan B où l'état-major général des armées avait clairement indiqué au niveau du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO que l'attaque des groupes armés djihadistes pourrait s'avérer imminente sur la ligne de défense. Ce collectif d'officiers a établi un autre plan d'opération pour la reconquête, hélas infructueux par manque de contrôle aérien. L'état, je pense, dans lequel était notre armée de l'air à cette date-là, ne pouvait pas du tout faire penser qu'on pouvait faire face à une attaque comme ça sur un territoire aussi vaste sans pouvoir avoir une très bonne couverture aérienne. Je pense que cela a échappé un peu, peut-être à certaines personnes qui étaient chargées de cette mission de défense, je pense. J'espère aussi que maintenant que la leçon est là, qu'elle est faite, que les choses se passeraient peut-être mieux. L'OPS, qui a joué un rôle capital dans cette crise, s'est vu coincé sur le terrain pour l'exécution de ses missions. Nous avons dû accélérer un certain nombre de choses. Un, il fallait aider le Comthéâtre qui manquait de beaucoup d'officiers d'état-major. Il fallait l'assister dans la conduite même des opérations, ce qui n'est pas forcément et nécessairement la tâche de l'état-major général des armées. Et deux, il fallait mobiliser beaucoup plus rapidement tout ce qui pouvait l'être, les ressources, créer des unités spontanément à partir des personnels militaires disponibles sur Bamako, et également envisager la remontée rapide d'équipements spécifiques dont nous avons hâté un peu la réparation, et je parle des hélicos de l'armée de l'air. La mise en œuvre des actions et tâches de l'OPS était en partie liée à la surveillance aérienne. Ce manque crucial a déséquilibré le dispositif motorisé. Pour une armée qui se bat dans le grand désert, selon un expert, la troisième dimension est indispensable. Évidemment, c'est toujours compliqué d'aller se battre contre un ennemi dans un grand désert avec 3 ou 4 hélicoptères qui eux-mêmes étaient effectivement un peu bancals. Hein. C'était pas des avions qui sont faits pour ce genre de mission.
il y a d'autres types. Bref, on va dire globalement, c'est vraiment le matériel. Je ne pense pas que les hommes aient manqué, parce que j'ai eu le grand honneur, le grand plaisir il y a quelques jours de rencontrer des jeunes officiers de l'armée de l'air qui en voulaient. Ils sont vraiment volontaires, ils sont malades même de ce qui est arrivé. Mais bon, ils sont là, ils peuvent pas. Ils n'ont pas les moyens d'affronter ce phénomène dans lequel nous avons été plongés. Ce maillon manquant, la préparation aérienne, a été comblée par Serval. Ainsi, la dimension aérienne française a donné une visibilité à l'armée malienne afin de continuer le combat. Mot de politique des journées parlementaires pour le parti Rassemblement pour le Mali, RPM. Les députés nouvellement élus, issus de leur rang, vont donc pendant 2 jours comprendre et se familiariser avec le rôle du député et les missions qui les attendent. Compte rendu, Moïse Traoré. Au Rassemblement pour le Mali, RPM, on fait des suggestions techniques sur la répartition des postes à l'Assemblée nationale. Pendant les 2 journées parlementaires, il est également question des rapports entre majorité et opposition. Aussi, le président de la coalition Le Mali d'abord, Mamadou Kassa Traoré, relève qu'il s'agit d'établir une base solide pour les députés et de les imprégner des conditions de travail à l'hémicycle. Une Assemblée nationale où il faudra agir pour la paix et soutenir le projet présidentiel. Il s'est passé des choses graves, voire très graves, qui se sont succédés dans notre pays en son passé le plus récent. Le fameux consensus dégradant a été le facteur et l'agent d'une destruction grave et profonde de la communauté de vie. Comme vous voyez, camarades parlementaires, le tableau n'est pas reluisant, il ne l'était pas. Et l'héritage parlementaire qui en est le vôtre n'est pas honorable. Vous êtes les heureux élus, vous êtes élus et vous devez faire face aux obligations de la majorité parlementaire. Tels des engagements au nombre desquels on pourra retenir, de mon point de vue, il y a quelques-uns. Le premier des engagements est celui de soutenir honnêtement le projet présidentiel au profit des Maliens et dans leur seul intérêt, pour avoir voté à 77 et quelques % le 11 août dernier. Les propos suivants sont similaires. Soyez assurés du soutien total et sans réserve des partis de la majorité. Tissez entre vous, au sein de l'intergroupe, des rapports de loyauté, d'amitié et de soutien. Soyez en harmonie avec le programme du gouvernement qui est le vôtre et si vous avez des divergences, traitez-les au sein de la grande famille présidentielle. Parmi les formations politiques invitées aux journées parlementaires, on compte une dizaine de partis alliés, dont l'UMRDA, le CNID, l'ADEMA et les phares. Signature d'un éventuel accord de défense entre le Mali et la France, le MP22 fait voir sa position en attirant l'attention des autorités sur le danger de la signature d'un tel accord de défense. Et c'était au cours d'une conférence de presse suivie par notre reporter Mamourou Sidibé. Un éventuel accord de défense avec la France dont la signature selon la coordination du MP22 est annoncée pour le 20 janvier prochain. C'est justement le motif de la conférence de presse du MP22 ce mercredi. Devant les journalistes, les conférenciers ont dénoncé cet accord. Le MP22 a profité de cette conférence pour aborder d'autres grandes questions nationales comme la mise en accusation du ATT et la lutte contre la corruption. Le problème fondamental du Mali, c'est la corruption. Si la corruption est combattue par un gouvernement, nous ne pouvons qu'encourager ce gouvernement-là à aller dans ce sens. Imaginez qu'il n'y a pas eu le coup d'État le 22 mars 2012. ATT aurait mis quelqu'un qui leur dévolu à la tête de l'État. Et aujourd'hui, on ne parlerait pas de ce procès de haute trahison. L'Association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles a organisé une rencontre avec les partenaires techniques et financiers. L'objectif, c'est la sensibilisation sur les conséquences néfastes de certaines pratiques comme le mariage précoce, l'excision, dont sont victimes les jeunes filles. Sokona Kamisoko. C'est une rencontre aux allures d'un plaidoyer auprès des décideurs politiques, des leaders religieux ainsi que des partenaires techniques et financiers. Des acteurs qui sont invités à s'impliquer davantage dans le combat en faveur de la santé sexuelle des adolescentes.
ce qui passe notamment par la lutte contre l'excision et le mariage précoce. C'est du moins le combat de l'association malienne pour le suivi et l'orientation des pratiques traditionnelles. Ces jeunes, notamment les filles et adolescentes, sont victimes de violences, de discrimination qui les expose à des vulnérabilités, entre autres l'excision, les mariages précoces et ou forcés, les viols, l'exploitation sexuelle, j'en passe. Il n'est plus à douter qu'investir sur la thématique des jeunes filles vulnérables afin de leur permettre d'accroître leur potentiel est un levier incontournable de développement ayant un effet positif sur la réduction de la pauvreté. Le mariage précoce et l'excision exposent les adolescentes à des complications d'ordre médical et psychosocial. Ces pratiques constituent également un frein à l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Lutter contre ces pratiques qui puisent leurs racines au plus profond des cultures est une obligation dont chaque État doit s'acquitter envers ses citoyens, mais aussi c'est une obligation mutuelle de tous les membres de la communauté internationale. C'est pourquoi le FNUAP et au-delà le système des Nations Unies seront à vos côtés pour appuyer les efforts du gouvernement à mettre fin à ces pratiques. La cérémonie a été marquée par les témoignages des femmes victimes de viols et de mariages précoces. Islam, identité et patrimoine culturel, c'est le thème d'une conférence initiée par le ministère de la Culture en collaboration avec l'UNESCO, et cela s'est passé à Tombouctou. À l'issue des travaux, les participants ont recommandé entre autres l'organisation d'un atelier de réflexion sur la possibilité d'inscrire les manuscrits au patrimoine national et mondial. Yeya Tandina. L'islam. Identité et patrimoine culturel sont entre autres thématiques développées au cours d'une conférence à Tombouctou. Initiée par le ministère de la Culture avec l'appui de l'UNESCO, la rencontre a permis aux leaders religieux et coutumiers d'échanger sur le modèle islam et identité. Pour pallier à certaines insuffisances, pour outiller nos leaders religieux et chefs coutumiers dans le domaine du patrimoine, on a jugé bon d'organiser cette rencontre pour qu'ils puissent faire le lien entre islam et patrimoine mondial. Donc les vues que l'islam a par rapport au patrimoine et prendre des mesures ou pousser les populations, les communautés à dégager des recommandations. Occasion pour le conférencier d'insister sur l'islam et la laïcité. La laïcité fait partie intégrante de la mission du prophète, parce que le prophète a eu une mission étatique. Dans sa mission étatique, un an avant sa disparition, il a procédé au partage intégral des responsabilités. J'ai voulu parler de la tolérance en islam et à expliquer ce que peut apporter comme la tolérance dans nos situations actuelles. Ce n'est pas forcément avec le sabre, avec les armes qu'on pourra régler le problème. Au contraire, le problème va perdurer. Il faut pouvoir savoir jouer sur les armes du pardon, de la tolérance et du repentir, pour que nous puissions venir avec nos problèmes essentiels. Cette rencontre, appréciée par les autorités régionales, est la première depuis la destruction du patrimoine par les groupes armés en 2012. En 5e région, à Mopti, les fidèles de la Zaouia, Cheikh Mohamed Larabi Diarra, a célébré la naissance du prophète Mohamed, paix et salut sur lui. La soirée a été marquée par des prières et des bénédictions pour une paix définitive dans notre pays. Mahamar Ibrahim Touré. Les fidèles musulmans, venus de toutes les régions du Mali et des pays étrangers, se sont rassemblés au terrain Gangal de Mopti pour la célébration du Mawlid 2014, naissance du prophète Mohamed, prière et salut sur lui. La rencontre émaillée des chants religieux, bénédictions, des prêches, a été organisée par l'association musulmane Ansaruddin de Mopti. Cheikh Baye Diarra et Cheikh Shafiou Diarra ont successivement évoqué la grandeur du messager d'Allah et le statut de la commémoration de sa naissance. Nous remercions le bon Dieu qui nous a permis aujourd'hui d'être là et de célébrer ces Mawlid que nous avons toujours célébrés dans le passé. D'où le signal fort de la paix qui s'annonce, et nous demandons au bon Dieu de nous aider à ce que cette paix persiste au Mali. L'édition 2014 de Mopti
est placé sous le signe de la réconciliation et la paix retrouvée entre les fils du pays, la tolérance, le pardon et le respect du bien public. C'est uniquement pour prier, pour que Dieu nous amène de la paix, pour qu'on soit toujours dans la sécurité. On demande à toute la population vraiment de respecter l'islam et d'éloigner la méchanceté entre nous. Le Mawlud est fêté à travers le monde il y a plus de 1000 ans. Il crée l'esprit de solidarité entre les musulmans. La Fatiha et bénédiction pour un Mali paisible et réconcilié a mis fin à l'édition 2014 du Mawlud à Mopti. En première région, inauguration du centre de santé communautaire du village de Soutoukoulé. Soutoukoulé, c'est dans la commune de Kouloum. Coût de réalisation, 28 millions de francs CFA, financé par l'ONG Solidarité Sahel et ses partenaires allemands, Mahamadi Alioubari de Pukaï. Cette cérémonie consacre l'inauguration du centre de santé communautaire de Soutoukoulé dans la commune rurale de Kouloum, d'un coût global de 28 millions de francs CFA, entièrement financé par l'ONG Solissa Solidarité Sahel avec l'appui des partenaires allemands. Ce centre de santé communautaire comprend une salle d'accueil, une salle d'accouchement et d'hospitalisation, un bureau pour la sage-femme et un bloc de 2 latrines, sans oublier le puits à grand diamètre. Au cours de cette cérémonie inaugurale, les notabilités ainsi que le maire de la commune rurale de Kouloum ont tous salué cette œuvre humanitaire tout en présentant une autre doléance à l'ONG Solissa. Cette doléance est la construction de la clôture du CESCOM qui sera inaugurée tout à l'heure. Le patron du groupe donateur allemand, Peter Dietrich, se dit fier de voir ce centre de santé réalisé malgré la crise que notre pays a traversée. Le projet du centre de santé est certainement un grand succès. Si le centre sera aussi un grand progrès pour votre village et l'environnement, ça dépend non seulement au personnel du centre, mais aussi à votre acceptance et votre collaboration. L'inauguration de cette infrastructure permettra d'approcher le service socio-sanitaire à la population de Soutoukoulé. Ce centre électrifié par un système solaire est équipé par l'ONG Solissa qui prendra aussi les salaires du personnel pendant 1 an. Visite de terrain à Bankoumana du président de l'Agence coréenne pour la coopération internationale et les responsables de Plan Mali. Les 2 structures appuient le développement de la petite enfance dans la localité à hauteur de 192 millions de francs CFA. Abdul Karim Kaba, compte rendu. Le président de l'Agence coréenne pour la coopération internationale (COICA) a été accueilli en pompe à Bankoumana à 50 km de Bamako. Dans la commune de Mandé, la haie d'honneur est significative. C'est le premier responsable de l'agence partenaire qui vient constater de visu la fonctionnalité des infrastructures réalisées avec son appui. Un centre de développement de la petite enfance et un fourrage constituent l'investissement à Bankoumana. L'appui financier de COICA de 2013 à nos jours a facilité à une éducation préscolaire de qualité à 498 enfants âgés de 3 à 6 ans de 4 villages, Kela, Samako, Solefra et Bankoumana. Pour un coût d'environ 191 millions de francs CFA, les commodités favorisent l'encadrement des enfants. Vraiment, je suis très content pour ce CDPE-là qui va jouer 2 rôles pour nous. Un premier rôle éducatif, ensuite un second rôle d'assurance pour la sécurité des enfants. It is a very strong organization and very capable. La première raison d'appuyer Plan Mali, c'est sa solidité. C'est une organisation très solide et qui se lance dans la protection de l'enfance, la santé de l'enfant et l'éducation de l'enfant. C'est la raison pour laquelle nous avons porté notre appui à Plan Mali. La délégation a visité le centre et le fourrage qui contribuent donc à l'amélioration des conditions de vie des populations de Bankoumana. Des visiteurs ont pu apprécier la richesse du folklore local. Le festival Kai Medine Tamba se tiendra du 20 au 22 prochain. En prélude à l'événement, les organisateurs ont initié une conférence de presse pour discuter du projet avec les journalistes. C'était ici à Bamako, compte rendu Lamine Keita.
En initiant ces points de presse, les organisateurs du festival Kai Medine Tamba veulent partager leurs projets touristiques et culturels avec l'opinion publique. Cette année, le festival Kai Medine Tamba fête ses 10 ans. Pour marquer l'événement, les organisateurs entendent faire des innovations. Nous avons voulu, pour cette 9e édition, 10e anniversaire, mettre l'accent sur la restauration du fort de Médine. Nous voulons faire connaître le fort de Médine, pourquoi il a été restauré, qu'est-ce qui va devenir après sa restauration, qu'est-ce que ça va rapporter à la commune de Hawa Dembaya, qu'est-ce que ça va rapporter au reste de la population du Mali. L'organisatrice principale estime que le festival a eu des impacts positifs sur la commune de Hawa Dembaya. Pour le maire de la commune rurale de Hawa Dembaya, le bilan du festival est positif dans l'ensemble. Nous avons été comblés parce que 5 années après, le processus de réhabilitation du fort de Médine a été lancé. Au jour d'aujourd'hui, le fort a été rénové. Et dans un second temps, il s'agissait de promouvoir la culture de la localité du Rasso, parce que Médine est aussi la capitale du Rasso. Le conseil technique du ministère de l'Artisanat et du Tourisme a salué l'organisation du festival qui s'inscrit dans la lignée de l'intégration entre le Mali et le Sénégal. Démantèlement des réseaux de bandits arnaqueurs par le 7e arrondissement. Le réseau avait en plan un mode opératoire très particulier. Al-Djouma Tina est allé voir. Escroquerie, faux et usage de faux, association des malfaiteurs. Voici entre autres les faits reprochés à ces deux jeunes, Yacouba Bagayoko et Abou Samaki, qui agissaient sur les ordres d'une dame du nom de Leila Diara. La dame en question avait obtenu le code authentique appartenant à quelqu'un d'autre, avec lequel elle a tenté d'arnaquer. Elle a envoyé les deux jeunes opérer dans une agence de transfert d'argent du groupe Fadel, dont le siège est à Bamako-Kouroua. Aussitôt informés, les agents du 7e arrondissement les ont mis aux arrêts. Immédiatement, on a dépêché une équipe qui a pris position avant que l'intéressé ne se présente. Mais en se présentant, il vient avec un copain. Ce dernier reste à la porte, peut-être aux aguets, et lui, il rentre. Une fois à l'intérieur, on lui a demandé la carte d'identité, il a donné la carte d'identité et immédiatement, nos éléments l'ont appréhendé. Quant à Yacouba Bagayoko, on l'avait amené chez lui pour effectuer une perquisition. C'est là qu'on découvre sa vraie carte d'identité. Et il loge chez la dame. Au moment de notre passage au commissariat, la dame a été transportée d'urgence à l'hôpital car elle est en état de grossesse très avancé. Sport football dans ce journal Championnat d'Afrique 2014. La deuxième journée des matchs de Poula a démarré aujourd'hui. Le Nigeria était face au Mozambique. Score final 4-2 en faveur des Nigérians. Quant au Mali, il a fait match nul, 1 but partout contre l'Afrique du Sud. Un score qui permet aux nôtres de garder intacte leur chance en vue de la qualification. Le résumé des deux matchs avec Al-Djouma Tina. Les aigles locaux pour leur deuxième sortie au championnat d'Afrique des Nations ont partagé les points, 1 but partout contre le pays organisateur, l'Afrique du Sud. Tout comme lors de leur premier match, les nôtres ne tardent pas à prendre la rencontre à leur compte. À la 8e minute, la domination malienne aurait dû aboutir à un meilleur sort. Sur cette action d'Abdoulaye Sissoko, de la surface de réparation sud-africaine, le portier des Bafana Bafana, visiblement en retard, fauche le joueur du stade malien de Bamako. L'arbitre ne bronche pas. Quelques minutes plus tard, il va donner à la surprise générale un penalty généreux à la nation arc-en-ciel, alors que la faute de Suleiman Konaté est en dehors des 18 mètres. Bernard Parker ouvre le score à la 24e minute. Les Aigles vont réagir à la 41e minute. Abdoulaye Sissoko brûle la politesse à la défense sud-africaine et voit sa tentative ricocher sur le poteau. 1-0 à la pause. Le Mali, qui n'a jamais perdu devant un pays organisateur, se devait d'y réagir en seconde période. C'est ainsi qu'Ibrahima Sidibé, servi par Lassana Diarra, remet les deux équipes à égalité.
Un but partout qui sera le résultat final. On est bien rentré dans le match. Surtout, on a eu un penalty que l'arbitre aurait dû siffler, mais il a refusé de siffler. Après, il a donné un penalty à l'équipe adverse. Avec tout ça, on a eu le réflexe moral de revenir. Et après, on aurait même pu gagner le match, mais c'est le football. On va continuer à travailler pour préparer le reste des phases de foot. D'abord, je pense que les jeunes aujourd'hui ont livré un très grand match. Et je voudrais adresser toutes mes félicitations à toute l'équipe et surtout à Ibra qui a été élu meilleur joueur du match. Et je pense que nous avons pris une grande option sur la qualification. Donc l'effort doit être soutenu. Ce que nous demandons aux jeunes, c'est de rester concentrés jusqu'à la fin de la première phase. Nous avons les moyens d'atteindre notre objectif. Des matchs faciles à ce niveau de compétition. Nous allons quand même se préparer davantage, d'abord mettre l'accent sur la récupération, c'est quand même plus important. Deuxièmement, mettre une stratégie en place pour pouvoir bien négocier ces fameux matchs encore. Parce qu'une victoire du Nigeria contre Mozambique cet après-midi, ça veut dire qu'il est là pour les relancer. Donc il s'agit pour nous maintenant de pouvoir bien négocier les derniers matchs pour pouvoir se qualifier. Ce n'est pas facile aussi, parce que ça s'annonce dur. Les Mozambicains aussi, ils sont athlétiques, ils sont vivaces, ils sont puissants. Mais je pense qu'on a toute façon de faire. Et je suis sûr encore qu'ici, on reste concentré et qu'on se donne la main. Et qu'on croit à nos chances, je pense qu'on pourra tirer notre épingle du jeu. La deuxième rencontre de cette poule A vu la victoire du Nigeria 4-2 devant le Mozambique. À l'arrivée, 6 buts, soit le match le plus prolifique jusque-là. Après 2 journées, l'Afrique du Sud vient en tête avec 4 points plus 2 au niveau du goal average. Suivi du Mali, 4 points également, mais plus 1 au niveau du goal average. Le Nigeria se relance avec 3 points. Quant au Mozambique, il est d'ores et déjà éliminé. 2 matchs, 2 défaites. Lors de la 3e journée prévue ce dimanche, les Aigles peuvent se contenter d'un nul contre le Mozambique pour se qualifier en quart de finale. Quel but! Hier, je vous le disais, impossible n'est pas malien. Une nouvelle publication dans vos kiosques. Voilà, si le caméraman est à mesure de... Voilà, l'Afrique plumée, chronique d'un continent en détresse. C'est le titre du livre que vient de publier Birama Konaré Iba, pour ceux qui le connaissent, dans les éditions Djamana. L'auteur, l'un des plus jeunes écrivains nés en 82, nous décrit des scènes à travers l'Afrique, des élections, des inondations, des scènes de joie, des rencontres de dirigeants africains. Si vous voulez, un portrait sans concession d'une Afrique qui perd ses plumes quand elle a tout pour réussir, écrit l'auteur. Je rappelle que Birama Konaré Iba, pour ceux qui le connaissent, est aussi l'auteur de Koulouba, la colline sur la tête, et les marguerites ne poussent pas dans le désert. Ce communiqué sur la base des prix fournisseurs du mois de janvier 2014, les prix indicatifs plafond à la pompe des produits pétroliers sont fixés comme suit et applicables à compter de demain jeudi 16 janvier. Super carburant sans plomb 755 francs. Pétrole lampant 565, gasoil 677, le DDO 677 aussi, fuel oil 180, 482 et le jet A1 est libre. Il faut noter que le prix subventionné du kilogramme de gaz butane est de 584 francs CFA. Par conséquent, le prix de vente de la bouteille de 2,75 kg est de 1065 et celui de la bouteille de 6 kg est de 3500 francs. Quant au prix non subventionné du kilogramme de gaz butane, il est de 992 francs CFA. En vue d'atteindre les objectifs fixés par le président de la République, El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, à savoir la création de 200 000 emplois au cours de son quinquennat, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle a réalisé plusieurs activités conduisant à l'atteinte des objectifs au cours du dernier trimestre
2013. Nous vous proposons après ce journal les temps forts donc de ces activités. Voilà, mesdames et messieurs, c'est donc tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information reprendra ses droits demain 10h avec une présentation de Amadou Sankaré.